Bonjour, bienvenue dans votre bulletin géopolitique consacré à la 4e semaine de 2023. Nous commençons tout d'abord par la Turquie, comme d'habitude. Turquie-OTAN, avec le maintien et l'accentuation des tensions diplomatiques entre la Turquie et la Suède. Je vous avais parlé la semaine dernière de manifestations anti-Erdogan qui s'étaient tenues en Suède, toujours dans le cadre de la volonté suédoise d'intégrer l'OTAN, ce à quoi la Turquie a tendance à faire barrage. Et à l'occasion des manifestations de la semaine dernière, un Coran a été brûlé par un militant d'extrême droite en Suède. Et Erdogan s'est donc à nouveau posé en protecteur des musulmans. Il a saisi l'occasion pour expliquer, il a saisi le prétexte pour expliquer qu'il bloquerait les négociations avec propos de l'entrée de la Suède dans l'OTAN. Jusqu'à présent, elle était opposée, mais là, disons que ça permet encore plus à Erdogan de jouer cette carte-là, et je pense que ça fait partie du jeu trouble qu'il joue également vis-à-vis de la Russie, et que Vladimir Poutine est très content de ce genre de manœuvre de la part du président turc. En Iran, un homme a été arrêté à Téhéran vendredi après avoir tué une personne dans l'ambassade d'Azerbaïdjan, a déclaré la police iranienne. L'Azerbaïdjan a aussitôt accusé Téhéran d'être responsable de l'attaque, qui a fait un mort à l'ambassade, dans donc la capitale de l'Iran. Et Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais, a dit qu'il s'agissait d'une attaque terroriste contre l'Azerbaïdjan. Il faut savoir que d'après les autorités azerbaïdjanaises, une récente campagne anti-azerbaïdjanaise dans la presse italienne aurait encouragé l'attaque et le personnel de l'ambassade serait en train d'être évacué. Cependant, un homme a été effectivement arrêté à Téhéran et la police iranienne a indiqué que d'après les premiers éléments de l'enquête, ce serait pour des motifs personnels. Le général Hossein Rahimi, qui est le chef de la police de Téhéran, a déclaré 7 personnes étaient entrées à l'ambassade avec ses 2 jeunes enfants. Lors de l'enquête préliminaire, l'agresseur a évoqué comme motif des problèmes personnels et familiaux. Il prétend que son épouse est retenue à l'ambassade depuis 9 mois. Il faut savoir que des millions d'Azéris résident en Iran. Vous savez, c'est une minorité ethnique très importante du nord-ouest du pays. Et comme j'ai pu le dire dans les émissions que j'avais consacrées notamment à l'Azerbaïdjan, l'Iran a de mauvaises relations avec son voisin du nord, qu'il voit comme une sorte d'extension de la Turquie. Vous savez que les rivalités géostratégiques turco-iraniennes sont quasi millénaires. Donc l'Iran voit l'Azerbaïdjan comme une extension de la Turquie, et surtout comme un allié d'Israël, puisque l'Azerbaïdjan s'équipe notamment en drones auprès d'Israël, et il pourrait chercher et donc d'après l'Iran, l'Azerbaïdjan pourrait chercher à activer le séparatisme azéri afin d'étendre son influence en Iran, où la Turquie pourrait, via l'Azerbaïdjan, tenter de créer des mouvements séparatistes dans le nord-ouest de l'Iran pour s'en prendre à l'Iran, justement. Afrique, Congo, Rwanda, mardi 24 janvier, un avion de chasse Sukhoi 25 congolais aurait été la cible d'un tir. Il a été touché mais ne s'est pas écrasé. Le Rwanda a dit qu'il avait pris des mesures défensives face à une violation de son espace aérien par l'aviation congolaise. Selon le vice-président du Rwanda, Harerimana, il s'agissait d'un avertissement. Il dit « Il y a un jeu auquel nous jouions quand nous étions enfants qui nous évitait de transgresser les règles parce que quand on le fait, on est puni. Donc ce que nous avons fait pour la République démocratique du Congo, c'est pareil. Nous voulions faire plus, mais c'était un avertissement. » Et le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit « Un avion de chasse a survolé 3 fois l'espace aérien rwandais depuis la République démocratique du Congo. Récemment, la défense rwandaise lui a tiré dessus et il est reparti à Goma, en République démocratique du Congo. » Malgré le cessez-le-feu qui a été signé à Luanda en novembre dernier, les combats persistent dans l'ère de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, soupçonnés par les Congolais d'être soutenus par le Rwanda. Alors, il faut se souvenir que le M23, donc le mouvement du 23 mars, est un mouvement aux rebelles du Congo, essentiellement dirigé par des Tutsis, donc l'ethnie du Rwanda. Et le Rwanda a de mauvais rapports avec le Congo,
Congo parce que un certain nombre de responsables du génocide contre les Tutsis, donc des Hutus, l'ethnie qui a fait le génocide contre les Tutsis, se sont réfugiés en République démocratique du Congo, et donc il y a des tensions à ce niveau-là entre les deux pays. Les problèmes ethniques leur sont partiellement communs. Mais il s'agit de la plus proche confrontation directe entre les deux pays ces dernières années. Donc les responsables du génocide s'étaient enfuis avec l'arrivée au pouvoir de Paul Kagame, qui lui est un Tutsi. Et le Rwanda a déclaré avoir envoyé ses troupes en République démocratique du Congo pour arrêter les attaques des milices Hutus. Quand on lui a reproché de soutenir le M23, il a dit que c'était pour arrêter les attaques des milices Hutus. Mais le Congo a accusé ses troupes de venir piller les richesses congolaises. Donc ces tensions restent non résolues et semble-t-il ces dernières semaines, elles se sont considérablement intensifiées. Sachant que on a appris il y a à peu près 3 semaines que le groupe Wagner, toujours lui, serait présent à Goma, qui est justement cette ville du Congo qui se situe à la frontière rwandaise. Et donc on peut soupçonner que le Rwanda soit une prochaine cible des manœuvres de Wagner, toujours dans cette stratégie décidément qui selon moi se confirme de la bagarre de Saloon, c'est-à-dire on monte tout le monde contre tout le monde et on essaie de tirer les marrons du feu. En tout cas, voilà, ces nouvelles tensions, disons, il est vraisemblable que la Russie cherchera via Wagner à s'engouffrer dans la brèche pour étendre encore son influence, puisque le Rwanda est plutôt proche des Occidentaux et notamment des Anglo-Saxons depuis l'arrivée de Paul Kagame. États-Unis, le ministre américain de la Justice a porté plainte contre le géant d'Internet Google, qui a été accusé de monopole sur le marché de la publicité en ligne. L'autorité a indiqué que Google a utilisé des méthodes anticoncurrentielles et illégales pour éliminer ou réduire drastiquement toute menace à sa domination sur les technologies utilisées pour la publicité numérique. Le ministère et 8 États américains, dont la Californie et New York, demandent à la justice de condamner le groupe californien pour infraction au droit de la concurrence, faire payer à l'entreprise des dommages et ordonner la cessation de ses activités liées à l'avance d'espace publicitaire en ligne. C'est la deuxième plainte lancée contre le Google depuis l'investiture de Joe Biden il y a 2 ans. La première, qui porte sur la position dominante de son moteur de recherche, doit déboucher sur un procès cette année. Donc je trouve ça très intéressant parce que là, encore une fois, on voit qu'un certain nombre de mouvements amorcés sous la présidence Trump. Moi, je pensais que Trump, quand il a été élu, se lancerait dans une campagne un peu antitrust, comme avait fait Teddy Roosevelt au début du XXe siècle. Il l'a pas trop fait, puisqu'il avait besoin de l'alliance des GAFAM dans le combat dans lequel il s'est lancé contre la Chine. Mais malgré tout, l'administration Biden a hérité un petit peu de cette hostilité au monopole des GAFAM et cette volonté de reprendre en main ce secteur-là. Et donc je pense que c'est ça qu'on voit se concrétiser maintenant. Et ce qui est un petit peu dommage, c'est que quelque part, cela arrive au moment où, côté Google, on commence déjà à se demander quelle est la pérennité de l'entreprise si elle n'arrive pas à se renouveler face à la montée de l'IA, de ChatGPT, etc., qui pourrait rendre les algorithmes Google obsolètes dans quelques années. Voilà, si ça se trouve, le monopole de Google aura déjà été détruit par le marché et on aura un nouveau problème avec ChatGPT ou une autre IA du genre que le département américain sera toujours à la traîne pour ça. États-Unis toujours et Chine, l'administration Biden a confronté le gouvernement chinois à des preuves, suggérant que certaines entreprises publiques chinoises pourraient fournir une assistance à l'effort de guerre de la Russie en Ukraine. Actuellement, l'administration américaine donc tente de déterminer si Pékin est au courant de ses activités d'après des personnes proches du dossier. Je pense qu'assez clairement, tout le monde le sait très bien et qu'il faut être aveugle pour croire que Pékin aurait laissé la Russie sans soutien depuis des mois. Donc vraisemblablement que tout ceci est à dessein organisé justement en sous-marin avec des mécanismes de plausible dénégation
pour le gouvernement chinois de Xi Jinping, mais de toute évidence, ce soutien est certain, puisque, comme je le dis depuis des mois, les Chinois ne peuvent pas se permettre de voir la Russie perdre cette guerre. Donc, d'après le gouvernement américain, il s'agit d'une assistance militaire et économique non létale, dans le sens où, en gros, les Chinois ne fourniraient pas directement de matériel militaire. Donc ça s'arrêterait juste, ça s'arrêterait à ce genre de composants-là, mais néanmoins ce sont des composants qui permettent à l'industrie militaire russe de faire son travail et de poursuivre la production de guerre pour nourrir la guerre en Ukraine. Donc la tendance d'après les Américains est suffisamment inquiétante pour qu'ils aient soulevé la question directement auprès de leurs homologues chinois et mis en garde contre les implications de la fourniture d'un soutien matériel pour la guerre. Des élus américains ont à ce sujet donc appelé directement l'administration Biden à adopter une position beaucoup plus ferme contre la Chine et notamment suggéré l'idée qu'il faudrait mettre en place des sanctions. Le sénateur démocrate Bob Menendez, qui préside la commission des affaires étrangères au Sénat, a dit « Nous devons être bien plus durs » en disant que la Chine fournit des composants, notamment des semi-conducteurs, qui sont nécessaires pour guider les missiles. Et ceci est extrêmement important. Du coup, on va rester en Asie et dire justement qu'à propos de ces semi-conducteurs, et dans le cadre de cette question-là, les États-Unis, qui mènent depuis plusieurs mois d'intenses tractations diplomatiques au niveau international pour imposer des restrictions efficaces à la Chine dans ce domaine des semi-conducteurs si important pour les industries modernes. Les États-Unis ont d'abord commencé par fermer à la Chine l'accès des puces dernière génération fabriquées par les entreprises américaines, mais maintenant l'administration Biden veut faire la même chose avec d'autres pays susceptibles de fournir la Chine, et en particulier le Japon et les Pays-Bas. Et il serait, d'après des informations qui circulent, il serait arrivé à un accord pour imposer des restrictions à la Chine dans ce secteur des semi-conducteurs. Les Pays-Bas et le Japon sont vraiment des alliés très importants puisque elles abritent des entreprises telles que ASML pour la Hollande et Nikon Corp ou Tokyo Electron pour le Japon, qui sont capables de fournir le matériel nécessaire à la production de semi-conducteurs avancés sans les États-Unis. Le patron d'ASML, Peter Wennink, qui a été interrogé sur un tel accord, a dit que les conséquences envisageables seraient de pousser encore plus la Chine à avancer dans ce secteur, là où elle pouvait auparavant se reposer en partie sur les exportations. Donc d'après lui, cela prendra du temps, mais finalement, les Chinois devraient finir par y arriver, donc ce serait juste faire perdre un peu de temps, et les Japonais et les Hollandais donc craignent que mettre ces sanctions sur la Chine, ça ait un effet dans un premier temps, mais que finalement, eux, ils perdent des marchés parce que les Chinois seront capables de produire ça eux-mêmes. Mais bon, semble-t-il qu'avec les Américains, un accord a été trouvé et que ces accords seront trouvés. Tant qu'on y est, on va rester en Asie. Au Pakistan, la roupie a atteint un plus bas historique face au dollar. Elle a plongé jeudi à son plus bas historique, juste après que le gouvernement a décidé de renoncer à ses interventions sur le marché d'échange, condition à obtenir une aide vitale désormais du Fonds monétaire international. À l'intérieur, la situation politique dont je vous ai parlé depuis plusieurs semaines se tend encore. Un proche de l'ex-premier ministre pakistanais Imran Khan a été arrêté mercredi pour avoir critiqué des membres de la commission électorale. L'opposition donc au gouvernement en place de M. Sharif, qui donc soutient Imran Khan, l'opposition à Sharif, qui est donc l'opposition d'Imran Khan et de son parti, estime que c'est une nouvelle tentative de les bâillonner juste au moment où elle réclame des élections anticipées. Donc la personne qui a été arrêtée, c'est Fawad Chaudhry, qui fut ministre de l'information sous le gouvernement d'Imran Khan, avant que la motion de censure ne fasse tomber son gouvernement en avril 2022.
Inde-Chine. Alors, j'ai pas de nouvelles du Gilgit-Baltistan. Apparemment, il y a encore des problèmes climatiques, en plus des problèmes économiques, et donc ça continue à s'agiter, mais pas de nouvelles sur les appels à une réunion avec l'Inde. Je vous en parlerai dès que ça arrivera. Dès qu'il y aura du nouveau. Mais pour l'instant, selon une nouvelle évaluation confidentielle de la sécurité par la police indienne dans la région himalayenne du Ladakh, il existe un potentiel d'affrontement accru entre les troupes indiennes et chinoises le long de leurs frontières contestées, alors que la Chine renforce encore son infrastructure militaire dans la région. L'évaluation fait partie d'un document de recherche soumis par la police du Ladakh lors d'une récente conférence des officiers de police dirigeants, et elle a été examinée par le Premier ministre indien Modi. Ce rapport indique que les tensions s'étaient légèrement apaisées après des pourparlers militaires et diplomatiques à la suite des incidents de 2020, mais que avec l'affrontement du mois de décembre au Tawang, où aucun décès n'était signalé, mais ça montre une reprise de l'assertivité chinoise. Et l'évaluation est basée sur les renseignements recueillis par la police locale dans les zones frontalières au fil des ans, et qui note notamment que l'intensité des accrochages et des tensions a augmenté depuis 2013-2014 avec un intervalle de tous les 2-3 ans, et où à chaque fois ça monterait d'un cran. Au même moment, un officier supérieur de la police du Ladakh a révélé que l'Inde aurait perdu l'accès à 26 des 65 points de patrouille qu'ils avaient auparavant dans la partie orientale du territoire indien, d'après The Hindu. En raison de ce développement, de ce propos, les forces de sécurité, il est indiqué que les forces de sécurité iraniennes ne peuvent plus patrouiller dans ces zones parce que ça devient progressivement des zones tampons avec la Chine. En fait, l'approche de la Chine, elle est assez simple. Du côté indien, il y a une approche qu'ils appellent jouer en toute sécurité, c'est-à-dire qu'ils restreignent les déplacements dans les zones qui seraient à risque de déclencher des conflits avec les Chinois, et donc ça devient des sortes de zones tampons de facto. Et du côté chinois, ils avancent en prenant le contrôle sous ce qu'on appelle la tactique du tranchage de salami, c'est-à-dire que on fait des actions successives, mais qui sont systématiquement en dessous du seuil de réaction violente de l'adversaire. Parce que l'adversaire est obligé de se dire, ils nous ont pris que ça, on va pas aller au conflit pour ça. Sauf que du coup, l'adversaire recule, crée une nouvelle zone tampon, et à ce moment-là, vous réavancez dans la nouvelle zone tampon, à nouveau l'adversaire veut pas, et donc vous avancez, comme ça vous recommencez, et c'est comme ça que les Chinois volent depuis des années des milliers de kilomètres carrés de territoire aux Indiens dans l'Himalaya, et essaient d'améliorer leur position sur cette frontière sino-indienne. En Europe, l'Allemagne a décidé finalement d'autoriser les pays détenteurs de Léopard 2 à les réexporter vers l'Ukraine et d'en fournir elles-mêmes. Les Américains fourniront à terme des Abrams. Je vous renvoie à mon dernier live où j'ai parlé de tout ça, donc je ne vais pas le redévelopper ici. Au niveau des combats, outre les avancées actuelles autour de Bakhmut qui se poursuivent, une bataille est en cours pour Vuhledar, ville du sud-ouest de l'Ukraine, que les forces russes tentent actuellement de conquérir. Ce serait une sorte de verrou pour contourner l'espèce de ligne Maginot dont font partie Bakhmut, Avdiivka, etc. Les deux camps s'accordent sur le fait que les combats ont grimpé d'intensité dans cette région-là, mais Moscou dit qu'elle rencontre des premiers succès, et Kiev, naturellement, accuse Moscou d'exagérer. L'Union européenne a prolongé vendredi de 6 mois ses sanctions contre la Russie pour la guerre en Ukraine et préparé de nouvelles mesures contre Moscou. Un parquet international chargé de rassembler des preuves du crime d'agression commis par la Russie en Ukraine pourrait être rétabli rapidement selon l'Union européenne vendredi, et il s'agirait d'une première étape avant la mise en place d'un tribunal spécial. Donc ça, il semble se confirmer qu'il y a une véritable volonté de juridiciser cette affaire à terme et de faire une espèce de Nuremberg russe. Dans les Balkans, les choses s'accélèrent, alors dans quel sens on verra, mais pour l'instant dans un sens d'apaisement, dans la mesure où, la semaine dernière, je vous l'avais dit, Aleksandar Vučić, le président serbe, avait reçu les émissaires américains et européens,
à propos du Kosovo, et il s'est adressé à la nation cette semaine pour expliquer que la Serbie était obligée d'accepter le plan franco-allemand de normalisation avec le Kosovo. Donc il semble là véritablement qu'on ait eu, pas forcément un retournement, mais que Vučić a bien été mis dans le bon sens, enfin dans le sens des Occidentaux en tout cas, pour s'écarter en fait de l'influence russe, faire la paix avec le Kosovo et donc intégrer l'espace européen. À voir encore une fois ce que ça va provoquer comme réaction russe et comme réaction de Wagner notamment, hein, puisque comme je vous l'ai dit, si Vučić ne sert pas les intérêts russes tels qu'on l'attend, il est fort probable qu'on cherche à le remplacer par quelqu'un d'autre. Donc ça ne règle pas la question, mais c'est vrai que ça va dans le bon sens. Voilà pour ce bulletin géopolitique. Je vous retrouverai sur la chaîne pour le prochain live, parce qu'il n'y aura pas de format court cette semaine, étant donné que je vais enregistrer 2 émissions à Paris. Et d'ici là, portez-vous bien, vous laissez pas faire.